Nickel. Alors déjà, merci beaucoup, Yoann, pour nous permettre de parler un petit peu de patrimoine et de stade, c'est pas toujours évident. En fait, oui, effectivement, j'ai travaillé sur la patrimonialisation des stades l'année dernière, et lorsqu'est venu le moment de choisir un sujet pour cette conférence Loser, l'occasion est trop belle, parce que quel autre objet que le stade peut-on autant associer aux victoires et donc, par conséquent, aux défaites? Alors c'était aussi l'occasion de ne pas parler que d'histoire et d'évoquer l'aspect patrimonial à travers différents champs scientifiques, un peu d'histoire tout de même, de la sociologie et un peu de politique toujours. Et on va se poser cette question, un stade de loser, autrement dit un stade dans lequel a l'habitude de jouer une équipe sportive qui ne gagne pas souvent, a-t-il une valeur patrimoniale? Alors avant de se concentrer sur les losers, il faut d'abord comprendre les mécanismes de la patrimonialisation des stades dans sa globalité. Et vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, la relation entre les stades et le patrimoine, c'est très compliqué. C'est même la loose totale. En fait, on se rend compte que les travaux faits au sujet du patrimoine des stades se font très rares. En fait, pour trouver trace de certains travaux, il faut obligatoirement se pencher sur le patrimoine du sport de manière générale. Et c'est à travers ces études faites sur le sport que l'on comprend en partie pourquoi le patrimoine des stades est aussi délaissé. Lorsque l'anthropologue Christian Bromberger tente de définir la notion de patrimoine sportif, il constate que le sport hérite d'une véritable spécificité puisqu'il est victime de son étiquette d'objet patrimonial encore perçu comme illégitime sur le plan culturel. C'est-à-dire que tout ce qui touche de près ou de loin au sport, dans le patrimoine, n'est jamais vraiment pris au sérieux. Le sport est le fruit de passion, mais aussi parfois d'incompréhension, voire de mépris. Alors certes, il y a un bienfait physique indéniable, mais nous devons distinguer deux approches du sport. Il y a d'un côté la pratique sportive et de l'autre le sport en tant que spectateur. Or, assister à un événement sportif ne représente pas un besoin humain et surtout il résiste à toute intellectualisation. En 2010, Marc Perelman, architecte reconnu, publie un livre, L'ère des stades, genèse et structure d'un espace historique. Un an plus tard, dans la revue Histoire urbaine, Antoine Lebas, conservateur du patrimoine, tire de ce livre une analyse pertinente sur la manière dont le stade est investi par les spectateurs. Je vous cite son analyse. Marc Perelman voit dans le spectacle sportif le lieu d'un assujettissement de l'homme à son corps formaté, indifférencié des spectateurs assis, immobiles, réduits par les gradins à une corporalité dont le nombre fait masse. Public infantilisé par un spectacle qui renvoie à ses propres limites physiques et en appelle au ressort primaire des pulsions émotives. Athlète de compétition devenu bête de concours, au corps pesé, chronométré, divisé par les disciplines, devenu distinct de l'homme auquel il est réduit. Et quand on parle de patrimonialisation, tout de suite, on va faire ce constat. Le patrimoine est lié à l'histoire, à l'art, à la culture, à tout ce qui transcende l'espèce humaine. Il est le fruit d'une réflexion, d'une créativité, d'un savoir-faire. Alors que dans sa fonction première, le stade renvoie davantage à l'instinct animal primaire de l'homme. Et le constat est quasiment le même pour d'autres événements culturels qui auraient lieu dans un stade, des concerts ou tout autre type de manifestation culturelle. Par définition, le spectateur est passif. Alors vous allez me dire, oui, mais le stade, c'est aussi une architecture, elle est là la dimension créative, artistique, sauf qu'il existe un problème de taille. Quand on parle de patrimoine, on parle de vestiges de l'histoire ou d'une culture. Or, les stades ne sont pas des vestiges. Non seulement ils sont pour la plupart toujours utilisés pour leur fonction première, mais ils sont aussi le sujet de réaménagement, d'agrandissement, de rénovation constamment. Les questions de conservation ou de valorisation sont donc quasiment incompatibles avec l'usage des stades aujourd'hui. Hormis pour les stades qui n'accueillent plus d'événements culturels ou sportifs. Le souci, c'est que du coup, la question patrimoniale n'étant quasiment jamais évoquée, le stade se retrouve généralement détruit, laissé à l'abandon ou reconverti en toutes sortes de choses. Je peux même prendre l'exemple des stades de la Coupe du Monde 2014 au Brésil qui avait été reconverti en prison. C'est pour vous dire à quel point le patrimoine pour les stades. Alors pourtant, il y a bien une chose incontestable quand on parle de patrimoine. Le stade, c'est avant tout un lieu symbolique implanté sur un territoire. Pour reprendre les mots utilisés par l'architecte australien Rothschild, plus que tout autre type d'édifice dans l'histoire, un stade peut façonner une ville. Il peut faire connaître un quartier en fondant son identité et en servant de point de repère dans le paysage. Alors premièrement, c'est un repère visuel pour tous les habitants qui vivent sur le territoire, à l'instar de l'église, de la mairie, de la bibliothèque, de certains commerces. Et puis le stade dispose d'une particularité.
Déjà parce que ses dimensions sont beaucoup plus importantes que celles de n'importe quel bâtiment, quasiment. Et ensuite parce qu'il représente à la fois un lieu et à la fois une architecture. C'est à la fois un bâti, élément matériel, concret, artistique, visible, et à la fois un espace délimité au sein duquel se rendent et interagissent des individus. C'est un peu abstrait, mais si on y réfléchit, cette ambivalence entre le lieu et l'architecture, elle s'exprime généralement pour une très petite quantité de bâtiments. Les seuls qui disposent également de cette particularité, ce sont certains monuments historiques et surtout les édifices religieux. Pas pour rien que le stade est considéré comme un temple moderne. D'autre part, le stade, c'est un symbole architectural du territoire sur lequel il se trouve. Il reprend notamment des éléments identitaires de la ville dans son architecture. Dans certains cas, il est volontairement utilisé comme une vitrine de la ville dans ses formes ou ses couleurs. À l'image du stade Vélodrome, qui s'est doté d'un toit en forme de vague il y a quelques années, qui représente l'aspect maritime portuaire de la ville. Dans d'autres cas, cette marque identitaire se retrouve sous le nom de l'enceinte, dans le nom de l'enceinte, pardon. Le Grand Stade de Nice, par exemple, s'appelle notamment l'Alliance Riviera, Riviera étant le nom donné à la région côtière de la mer Méditerranée, depuis la Côte d'Azur jusqu'en Ligurie. Enfin, le stade, dans sa construction, est lui-même issu d'un modèle architectural se référant à une certaine culture. Dans le sud de la France, notamment, de nombreuses enceintes conservent une forme circulaire avec des tribunes aménagées sur une pente douce, ce qui rappelle les arènes issues de l'Empire romain, comme c'est le cas au Stadio Olimpico de Rome ou au Stadium de Toulouse. A l'inverse, les stades construits dans le nord de la France et au Royaume-Uni se distinguent par leur forme rectangulaire, la présence de nombreux poteaux pour soutenir la toiture au-dessus des gradins et la grande proximité des tribunes avec le terrain. De cette manière, la valeur patrimoniale attribuée au stade se retrouve aussi dans l'héritage culturel qu'ils transmettent. Ils représentent des marqueurs spatio-culturels. De ce fait, la valeur patrimoniale du stade paraît presque évidente au niveau local, même pour les boozers. Le souci, c'est que la patrimonialisation est aussi bien un processus sociologique qui prend forme sur le long terme que le fruit de décisions politiques prises par les institutions et les collectivités territoriales. Or, comme nous le disions précédemment, eh bien, le stade est un objet clivant dont la valeur patrimoniale est contestée, notamment car il ne s'agit pas d'un vestige, qu'il doit toujours assumer sa fonction première d'accueil d'événements et de spectateurs, mais aussi à cause de son attache constante au sport et donc à des pratiques sociales qui pourront être considérées comme primaires et non intellectuelles. Alors il faut en parler à ce terrible biais cognitif que subissent tous les stades. Le stade égale le sport égale surtout le football. C'est une idée profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Et même dans la recherche, puisque tout à l'heure, pour évoquer les travaux qui avaient été faits sur la patrimonialisation du stade, il a fallu largement dévier vers la patrimonialisation du sport. Mais alors, d'où vient ce biais cognitif ? Eh bien, principalement de l'investissement émotionnel extrêmement fort qui émane de notre approche du sport. En fait, la dimension passionnelle liée au stade, qui lui prive d'être intellectualisé, paradoxalement, elle lui confère une dimension sacrée. Le stade rassemble les superstitions, les rites, les idoles, et puis parce que c'est quelque chose au sein duquel se créent des attaches, des sentiments, on s'identifie à une équipe, on la supporte. Maintenant, cela n'empêche que dans la réalité, il existe plein d'autres aspects que le sport qui façonne un stade. D'abord matériellement et visuellement, l'envergure d'une enceinte sportive, son architecture lui confère une certaine valeur. Si on compare notamment deux équipes de losers, par exemple l'actuel dernier du championnat de France de foot, le Clermont Foot, et la franchise américaine qui a terminé la dernière du championnat de football américain, on voit bien qu'il y a une petite différence de valeur entre entre les enceintes qui ressemblent plus, l'une qui ressemble plus à un complexe sportif et l'autre qui est le fruit d'une véritable œuvre architecturale. D'autre part, le stade ne reçoit pas que des événements sportifs. Alors il peut y avoir des concerts évidemment, mais le stade peut aussi être le lieu d'événements culturels ayant une résonance à l'échelle locale ou régionale. On peut prendre l'exemple du stade du Moustoir à Lorient, juste ici, qui est justement très parlant. Chaque année, il représente un lieu extrêmement important du festival interceltique. On assiste aux nuits magiques, à des défilés, et ce n'est pas nouveau. Pendant de longues années, c'était aussi l'endroit où se disputait le championnat de Bagadou, où avaient également lieu des lâchers de pigeons. Dernièrement, au-delà de l'aspect culturel, il faut aussi regarder du côté historique. Les stades ayant connu des rénovations et des agrandissements, ce sont des édifices constamment en évolution qui héritent d'une histoire spécifique dans leur construction. Et c'est sans compter le lien qu'on peut faire entre les événements de l'histoire et l'impact qu'ils ont eu sur le stade. Puisqu'on parlait d'une histoire à Lorient, inutile de vous dire que son histoire est particulièrement riche au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il est reconverti en entrepôt de matériel et d'armement avant que les bombardements anglais fassent de lui un véritable champ de bataille.
Enfin, il ne faut pas non plus oublier que certains stades ont eux-mêmes été des lieux dans lesquels l'histoire s'est produite. Le discours de De Gaulle dans le stade de Phnom Penh en 1966 au Cambodge, le fameux point levé du Black Power au stade olympique de Mexico lors des JO 68, ou encore le stade national du Chili reconverti en camp de prisonniers lors de la révolution de 73. Bref, un stade qui accueille une équipe de perdants n'est pas pour autant vide de culture ou d'histoire, même si l'héritage culturel et historique n'est pas le même pour chaque enceinte, les moyens pour la valoriser restent nombreux. Problème, cette valorisation en dehors de l'aspect purement sportif reste assez rare, pour deux raisons. La première, la plus simple, c'est que bien souvent, l'institution sportive qui prend en charge la valorisation du stade, si tant est qu'elle soit prise en charge, en tout cas, oui, ça va souvent être l'institution sportive qui va prendre en charge la valorisation du stade, mais le principal objectif de l'institution n'est pas de valoriser le stade, mais plutôt de se servir du stade pour valoriser son image elle-même. Et c'est totalement assumé. Il faut aussi dire que dans cette optique de valorisation, l'institution s'adapte à une demande, celle du visiteur. Celui-ci ayant une forte attache sentimentale au club qu'il supporte, lorsqu'il vient au stade, il préfère voir des trophées sous vitrine pour son équipe à remporter, plutôt qu'on lui raconte les techniques de construction du stade. Alors, ceux qui profitent de ce biais cognitif entre le stade et le sport, finalement, ce sont les supporters. Alors, on a tendance parfois à dire que ces spectateurs représentent l'âme du stade. Il s'agit d'un outil inestimable pour sa valorisation. Mais évidemment, cela dépend d'une équipe de losers. Cela dépend du nombre de spectateurs présents et de leurs actions. Et c'est là que le stade d'une équipe de losers peut avoir un peu plus de mal à tenir la cadence. Car logiquement, une équipe qui perd souvent attire beaucoup moins de spectateurs qu'une équipe qui performe. On démontre les deux photos que vous avez ici. L'une prise à Leverkusen ce week-end lorsque l'équipe a été sacrée championne d'Allemagne en gagnant 5 buts à 0. Et l'autre qui est une photo prise à 3 qui lutte pour se maintenir en deuxième division en Ligue 2 championnat français. Mais alors attention, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte quand on mesure la popularité d'une équipe. Il faut aussi s'intéresser au contexte culturel dans lequel s'inscrivent le stade et l'institution sportive qui y réside. Par exemple, le club du Biarritz Olympique, actuellement 14e, quasiment dernier de la deuxième division du championnat de France de rugby, connaît un engouement populaire infiniment plus important malgré tout que le club de Dendermonde, pourtant champion de Belgique de rugby également. Tout simplement car Biarritz se trouve dans le Pays Basque, véritable terre du rugby. Tandis que Dendermonde se trouve en Flandre, qui culturellement est plus proche de la rugby que du rugby. De ce fait, un grand stade de rugby au Pays Basque, tel que le stade René Aguilera à Biarritz, acquiert forcément une plus grande valeur qu'un stade de rugby en Belgique. Néanmoins, lorsque le contexte culturel est équivalent, il faut également prendre en compte le contexte social. Vous connaissez la règle en mathématiques, moins plus moins égale plus. Et pour les stades, c'est un peu la même chose. Il est assez courant que les villes les plus pauvres économiquement portent un intérêt majeur pour le sport, qui constitue aussi bien une distraction permettant à la population de s'évader du quotidien qu'un moyen inespéré de ressentir de la fierté pour une ville qui suscite le reste du temps une vision assez négative. Et en France, on a un exemple assez parlant, avec notamment Lens et Saint-Étienne, qui ont connu à travers leurs équipes de football de terribles looses ces dernières années, mais qui ont un public extrêmement fidèle et réputé pour mettre beaucoup d'animation dans les stades les jours de match. À tel point qu'assister à un match à Lens ou à Saint-Étienne devient une vraie attraction touristique. Et quand on associe tourisme à Lens et Saint-Étienne, il faut quand même le faire. Alors, puisque nous évoquons les supporters, quel rapport entretiennent-ils avec leur stade et quel rôle peuvent-ils endosser dans un processus de patrimonialisation? Il faut dire que les questions de rénovation et de changement de stade sont assez courantes pour les institutions sportives. En France, l'un des derniers exemples en date se trouve à Nantes, lorsqu'en 2018, le projet de construction d'un nouveau stade pour le FC Nantes est évoqué, avec comme objectif notamment de répondre aux besoins actuels de sécurité et de modernité. Or, cette décision impliquant l'abandon du stade de la Beaujoire, actuel stade de Nantes existant depuis 1984, ça a inquiété les fans du club qui ont aussitôt contesté cette idée. Face à cette mobilisation et certaines complications économiques, le projet a finalement été abandonné. Toutefois, puisque le changement de stade n'a pas eu lieu, l'une des conditions de la mairie était de moderniser de fond en comble la Beaujoire, l'actuel stade de Nantes, pour répondre tout de même à certaines problématiques d'accueil. Et il se trouve que cette fois-ci, les supporters du FC Nantes n'ont absolument pas contesté cette décision. Pourtant, à travers les travaux de rénovation, cette décision a mis en péril la conservation du stade tel qu'il était depuis 1984.
En fait, la mobilisation des supporters pour empêcher une délocalisation dans un autre stade, avec la défense du patrimoine architectural comme prétexte, relève davantage une volonté de sauvegarder l'identité de l'institution que de conserver véritablement un objet du patrimoine. Comme quoi, en réalité, même les supporters n'ont pas encore pleinement conscience des enjeux patrimoniaux du stade. Mais alors, officiellement, qu'en est-il de la valeur patrimoniale attribuée au stade? La manière la plus simple de le savoir, c'est de s'intéresser à la labellisation et notamment au statut de monument historique. Sur les plus de 44 000 sites français, inscrits à différents titres sur la liste des monuments historiques, 26 concernent des équipements sportifs. Mais en réalité, 4 d'entre eux seulement sont des stades. Les autres édifices associés à ce statut sont des complexes sportifs de manière générale, des piscines, des clubhouses de golf ou même des camps de chats de pelote basque. Alors avec seulement 4 stades considérés comme des monuments historiques, on imagine que c'est un statut qui paraît inatteignable pour un stade de losers. Pourtant, on se rend compte que cette labellisation n'est pas forcément due au prestige de l'enceinte sportive. Alors ça en fait partie, bien sûr. Dernier exemple en date, avec le stade Chaban-Delmas à Bordeaux et le stade de Gerland à Lyon, connus et reconnus pour leur architecture, notamment leur toit en arc-bouté, et qui ont été abandonnés par leur équipe de football il y a un peu moins de 10 ans. Cependant, les raisons de cette labellisation ne dépendent pas toujours de la valeur de l'équipe qui a évolué dans le stade. Alors pour trouver le premier exemple, direction la capitale. On sait qu'il y a 2 grands stades emblématiques à Paris, le Parc des Princes, stade du PSG, le Stade de France, stade des différentes équipes de France de sport. Alors, lequel a eu l'honneur d'être labellisé? Il n'y a aucun des deux. C'est en fait un bon gros stade de loser qui a été labellisé, le stade Karl Marx, situé plus précisément à Villejuif, près de Paris. La raison évoquée est architecturale. Les escaliers permettant d'accéder aux petites tribunes seraient situés aux extrémités et prendraient surtout la forme de demi-cylindre. On n'a pas vraiment les moyens de vérifier puisque la seule photo que j'ai trouvée c'est sur Google Maps, c'est vous dire à quel point ce stade n'est pas connu. Enfin, 4e et dernier stade à posséder le statut de monument historique, le stade de Firminy-Vert, situé dans la campagne de l'Auvergne. La raison serait là aussi architecturale puisque les tribunes qui abritent les vestiaires sont adossées au talus et s'inspirent des gradins des amphithéâtres antiques. Surtout, cette construction est couverte d'une casquette suspendue pour exténuer le béton armé. De ce fait, les dimensions du stade et la renommée de l'équipe jouant à l'intérieur n'importent pas toujours, comme on peut le voir. À l'inverse, les techniques de construction et surtout la renommée des architectes ayant conçu le projet d'édification sont des arguments de poids pour ce qui est de la labellisation. Les 2 derniers stades qu'on vient d'évoquer ont notamment été construits par des architectes très réputés à l'époque, André Bursa et Le Corbusier. Mais alors, quand on est un loser, que notre stade ne profite pas d'un statut patrimonial et qu'on souhaite tout de même le valoriser, quelles sont les actions possibles à mettre en place? Or, déjà, il faut se poser la question de qui est propriétaire du stade et donc qui a les moyens de le valoriser et donc quels intérêts en tire-t-il? On remarque très souvent que les moyens employés pour tenter de valoriser un stade sont généralement beaucoup plus importants lorsque la ville en est le propriétaire. La raison est simple, elle comprend que le stade est un symbole de la ville et qu'il s'agit d'un atout non négligeable dans la valorisation et l'attractivité du territoire. Pour l'institution sportive, c'est différent. L'enjeu, comme on l'a dit tout à l'heure, est avant tout de valoriser l'institution et donc le stade n'est qu'un outil permettant de développer l'image du club. À ce moment-là, le biais cognitif stade-sport est à son paroxysme et les procédés de valorisation ou de médiation sont peu inspirés. Parfois, le stade ne sert même que de local spacieux dans lequel on peut développer le projet de valorisation articulé autour du club. Je pense notamment à toutes les formes de muséification qui apparaissent depuis quelques années et qui ne sont que la vitrine des exploits sportifs de l'institution. Ce qui est bien dommage, le stade peut être considéré comme un objet à part entière et justement, les stades de losers auraient tout intérêt à s'y intéresser puisque pour eux, la vitrine des exploits sportifs est forcément un peu réduite. Généralement, la plupart des actions menées pour valoriser le stade misent sur la mystification de celui-ci. Plusieurs stratégies sont adoptées. Elles peuvent d'abord dépendre d'une technique commerciale avec la vente d'un merchandising lié au stade, des figurines, des livres, des t-shirts, et permettant aussi bien à l'habitant de renforcer son attachement à l'équipe qu'il supporte qu'au touriste d'emporter un souvenir dans sa valise. Elles peuvent aussi miser sur la médiation en rendant le stade omniprésent dans les activités et les aménagements culturels proposés par la ville. Panneaux aux abords de l'enceinte racontant l'histoire du stade, évocation de ce dernier dans les centres culturels ou commerciaux aux alentours,
Bref, parmi les exemples en termes de valorisation, la ville de Lens utilise le stade comme un lieu vivant en multipliant les possibilités d'accès à l'enceinte. Le but est de permettre aussi bien à des locaux et des touristes de nourrir une expérience particulière avec le stade. La ville use des techniques traditionnelles de touristification du stade à travers l'organisation de visites guidées, mais innove également en proposant d'autres activités. Par exemple, avec la mise en place d'escape bowlers reprenant les règles du jeu de l'escape game à l'intérieur du stade. L'expérience peut aussi se concrétiser matériellement et s'imprégner dans le temps, à l'image du projet Au nom de Bollert, qui proposait aux locaux ou aux fans du RC Lens, à l'occasion de 90 ans du stade, d'acheter une plaque qui ensuite était apposée à l'une des tribunes et d'y graver leur nom ainsi qu'une citation. Cette démarche s'inscrit dans une sacralisation de l'enceinte à travers l'implication de ceux qui l'investissent. Et puis, autre point à prendre en compte, c'est la médiatisation. Pour les stades qui n'auraient pas une architecture exceptionnelle, le passage à la télévision est un super moyen pour soigner leur image en la manipulant un peu, à travers plusieurs procédés. Par exemple, en éclairant les endroits du stade les plus esthétiques et en assombrissant ceux qui le sont un peu moins, en soignant la disposition des panneaux publicitaires, en s'assurant que les tribunes soient toujours remplies afin de rendre le stade vivant. Les tarifs réduits pour venir au stade les jours de match peuvent aussi permettre de remplir le stade. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien on s'arrange pour rassembler la plupart des spectateurs dans des zones qui s'apprêtent à être le champ de vision de la caméra pendant toute la ronde. Alors, une question se pose aujourd'hui. Est-il possible d'adapter la construction de son stade en fonction d'un plan de valorisation? C'est le pari de plusieurs stades de losers qui misent sur une architecture bien spécifique visant à rendre l'enceinte attractive. C'est le cas de Bari, petit club de 2e division italienne dans les années 80, qui se dote d'un stade avec une architecture prenant la forme d'un vaisseau spatial, à une époque où les films de science-fiction et d'extraterrestres fascinent et envahissent la culture populaire. Ce qui est étonnant, c'est que cette architecture n'est en rien représentative d'un symbole de la ville ou de la région. D'autres stades suivent cette idée par la suite. Exemple, le Timsah Arena Bursa, en Turquie, prenant la forme d'un crocodile qui s'enroule sur lui-même, ou le Pancho Arena à Feldschut, en forme de château du Moyen-Âge, relève à la fois d'une grande excentricité dans leur construction et à la fois d'une grande modernité. D'autres stades, eux, n'ont pas besoin d'une architecture particulière. Ils se fondent dans un paysage idyllique, comme c'est le cas de l'Estadio Municipal de Braga, au Portugal, le Cape Town Stadium en Afrique du Sud, ou encore l'Henningsberg Stadium en Norvège. Ils profitent même du décor dans lequel ils se trouvent en devenant des attractions touristiques pour les amateurs de photos carte postale. Cependant, il existe pour les stades de losers une contrainte à laquelle il est plus difficile de faire face, car qui dit loser dit revenus économiques assez faibles. Et le problème, c'est que malgré des moyens réduits, ils doivent se plier à des enjeux contemporains et donc, en conséquence, adapter les aménagements et les constructions à l'intérieur du stade. Par exemple, avec la prise en compte aujourd'hui de l'accès au PMR et au PSH. Mais aussi avec l'obligation d'utiliser des matériaux en accord avec les enjeux de la préservation de l'environnement. Ou encore avec le respect de normes de sécurité de plus en plus strictes. Bref, espérer valoriser son stade grâce à une architecture et des aménagements spécifiques ne constitue donc pas une priorité absolue, surtout quand l'équipe qu'on accueille a tendance à perdre souvent. Cela demande des moyens et une totale complémentarité avec la nécessité que l'on vient d'évoquer. Pour y parvenir, il faut donc passer par un sacré parcours du combattant. Alors pour conclure, on peut dire, avec ce qu'on a vu, que l'étude de la patrimonialisation des stades nous prouve que les losers ne sont pas totalement démunis d'arguments pour valoriser leur stade. La valeur de ces derniers dépend de paramètres bien plus nombreux et pertinents que le simple niveau de l'équipe évoluant à l'intérieur. Si la patrimonialisation des stades est un sujet qui vous intéresse, sachez qu'avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent, plusieurs conférences sont données à ce sujet un peu partout en France. Et surtout, la Cité de l'Architecture à Paris propose une exposition spéciale sur les stades et le patrimoine. J'y étais, c'est assez sympa. D'ailleurs, difficile de dire si les Jeux Olympiques et Paralympiques auront une répercussion positive sur les stades de losers, car en même temps, la patrimonialisation des stades n'a jamais été autant mise en avant, et en même temps, puisque ce regain d'intérêt provient des Jeux Olympiques, le biais cognitif entre le stade et le sport est toujours plus important. Finalement, pour les losers, le meilleur moyen de prendre conscience de la valeur de leur stade, c'est de le relire la célèbre citation d'Albert Camus « Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade ». Et ça vaut pour tous les stades, des vainqueurs et des losers. Merci. Je commence notamment avec une question directement à Hugo James qui vient de parler dans ce cas-là.
Est-ce que tu sais quels sont les premiers stades qui ont été patrimonialisés? Justement, cette patrimonialisation, elle vient, en tout cas officiellement, du coup, elle vient de la labellisation, donc avec notamment l'étiquette monument historique. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est la première qui a été associée à un stade. Et donc je crois que le premier, c'est le stade de Gerland, en 1984. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, parce que c'est au moment où il y a l'Euro de football en France, donc le stade est sujet à des rénovations. Et donc, pour un minimum conserver certaines parties du stade, on met cette étiquette de monument historique. Puis après, il a fallu attendre, je crois, les années 90 pour avoir les stades qu'on a vu tout à l'heure, avoir cette étiquette aussi de monument historique. Et est-ce que les stades antiques qui, eux, du coup, sont patrimonialisés, est-ce qu'ils gardent par contre une dimension sportive ensuite? Est-ce que, je sais pas, le Circus Maximus Justement, on dissocie beaucoup maintenant les stades antiques des stades d'aujourd'hui. C'est ça, en fait, les stades antiques aujourd'hui, ils ne servent plus pour leur fonction première, c'est-à-dire d'accueillir des événements sportifs et d'accueillir des spectateurs. En fait, ce sont juste des objets touristiques. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun problème, entre guillemets, à les patrimonialiser. Pour un stade, c'est plus compliqué, parce que, pour un stade d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, parce que finalement, on l'investit toujours. Donc pour nous, c'est un objet du présent, qui fait partie de la vie de tous les jours. Donc beaucoup plus Tu compliqué. n'as pas parlé du Colisée, Non. qui est actuellement en train d'être rénové, restauré de manière un peu étrange pour en faire une salle de concert en même temps d'être du coup un monument historique. Oui, j'en ai pas parlé, on parlait de plein de choses, mais en vrai, c'est compliqué, donc je me suis concentré justement sur les objets un peu du présent. Mais oui, c'est vrai que je ne me suis pas trop penché sur l'affaire, mais en fait aujourd'hui, on va plus considérer le Colisée comme un amphithéâtre, on ne va pas en parler comme un stade. On ne met jamais l'étiquette de stade sur le Colisée. Pourtant, évidemment, les stades viennent justement de ces formes d'édifices qu'on est l'amphithéâtre. Donc, la question aussi de la conservation finalement du Colisée, en des salles de concert à l'intérieur, est-ce que c'est bien ou pas? C'est une question qui pourrait se poser. Et puisque tu n'as jamais fait le fameux thread sur San Siro, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il ne faut pas détruire ce stade rapidement? Pour plein de raisons, pour des raisons de patrimoine. C'est un stade qui architecturalement est assez exceptionnel. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'y aller. Et puis parce que il y a eu beaucoup d'événements sportifs qui se sont déroulés à l'intérieur qui ont marqué l'histoire du sport finalement. Donc pour toutes ces raisons, c'est peut-être un des stades les plus mythiques. Il doit être conservé. Et justement, en plus, le stade San Siro, dernièrement, a été inscrit à la liste. Alors, je ne sais pas si c'est le monument historique en Italie, mais c'est l'équivalent. Donc c'est assez exceptionnel. Et normalement, il devait être détruit. Et finalement, il va être conservé. Peut-être qu'aucune équipe ne jouera à l'intérieur, mais au moins, ce sera un véritable objet du patrimoine. Oui, j'ai une question pour toi, Hugo. Déjà, merci pour ton soutien suite à ce match horrible auquel j'ai assisté au Stade de l'Aube. Oui. On peut l'applaudir. Pas facile, mon match. Sinon, est-ce que tu penses que la mise en avant d'un stade, ça vient pas aussi des fois de la ferveur de certaines équipes, de certains supporters Bien sûr, c'est ce dont je parlais avec Lens et Saint-Étienne. Ouais. C'est la même chose d'ailleurs en France, et même pas seulement pour les équipes de losers. Liverpool notamment, qui a le fameux chant You'll Never Walk Alone. Pareil, une ville qui est socialement pas forcément la plus riche, mais la plus aisée, mais oui, effectivement, ça participe à la mystification d'un stade. On vient d'ailleurs au stade à Lens ou à Saint-Étienne, non pas parce que le stade est beau. J'ai été Félix Bollert, c'est un stade à l'anglaise, mais c'est beau. Par contre, le jour de match, là, il y a une vraie attraction. Je ramène ma vie, mais il n'y a pas longtemps j'ai pu assister à un match outre-Atlantique et l'ambiance était quand même assez folle. Et je me suis dit en sortant, en fait, mais je suis le seul Français dans le lot. Est-ce que le tourisme sportif, c'est quelque chose de développé? Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose d'hyper communautaire dans le pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir un stade à l'étranger Ouais, et ça se développe de plus en plus avec ce qu'on appelle le tram hopping, qui est donc d'aller visiter des stades. Parfois beaucoup même des stades de losers, comme quoi il y a un espoir qui subsiste.
Et en fait, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, c'est on se déplace dans une ville qui n'est pas très connue, on la visite, donc ça permet de faire aussi du tourisme un peu culturel. Et puis le soir, on profite des belles ambiances dans le stade avec un match, etc. Donc c'est un concept qui prend de l'importance d'année en année. Comme il y a un tourisme sportif. Est-ce que tu peux parler un peu justement du cas à l'orienté du Moustoir, de son histoire, des événements historiques qui se sont passés, puisque Maxime parlait de l'URSS, et si je me souviens bien, l'équipe du URSS est venue jouer au Moustoir pendant la guerre froide. Donc, est-ce qu'il y a des événements importants, vu qu'aujourd'hui ils ont développé, tu le sais, hein, tu travailles au FCL, hein, donc tu vois ce qui se passe au niveau des visites guidées qui sont organisées au Moustoir. Qu'est-ce qui selon toi serait important qu'on parle lors de ces visites des événements marquants? Je milite pour qu'on détache un petit peu l'étiquette du sport au stade. C'est qu'on ne parle pas que de ça, on ne parle pas que de l'institution sportive, on ne parle pas que de l'histoire de l'équipe qui a joué dans le stade. On parle aussi un peu déjà de l'architecture, parce que chaque stade quand même est différent. Chaque stade il y a une singularité dans son architecture. Et puis parler de l'histoire, on va dire, de sa construction, de sa construction jusqu'à les premières, deuxième, troisième rénovations. À chaque fois, le stade change un petit peu. Et généralement, même c'est toujours on va dire, c'est toujours le stade, c'est un peu le miroir aussi de ce qui se passe dans la ville. Le stade va s'agrandir, ça veut aussi dire que dans la ville, il va y avoir un engouement populaire pour une équipe sportive qui va être développé. Il y a plein de choses comme ça, je pense, qu'on pourrait évoquer dans une visite. Donc, tu as évoqué effectivement l'URSS qui vient jouer à Lorient, c'est très bien, mais là, tu vois, par exemple, c'est purement l'histoire de l'équipe. Si je devais parler de l'histoire du stade, je parlerais justement comment le stade a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, comment ça se fait qu'il y avait des obus partout sur le terrain et que les joueurs jouaient quand même. Est-ce que ça avait une incidence d'ailleurs sur les résultats du match? Est-ce qu'il n'y a pas de trucage? Non, c'est faux, il n'y a pas. Mais ouais, plein de choses comme ça, je pense que ça serait intéressant. Allez. Et l'architecture du Moustoir, justement, est-ce qu'il y a des choses particulières qui représentent Lorient? Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des symboles un peu... Est-ce que quand ils l'ont rénové récemment et dans le projet là qu'ils ont, est-ce qu'ils prennent en compte cette idée de le mettre à l'image de la ville? Ou est-ce qu'ils ont vraiment fait... Je pense pas. Je pense qu'il faut aussi se dire ça, c'est que ceux qui vont mener les projets de construction, ils ne vont pas avoir en tête pas forcément, en tout cas pas souvent, en tête de valoriser le stade par une architecture spécifique. Donc l'objectif là, c'est juste de faire un stade pour répondre à sa fonction première, c'est-à-dire accueillir le plus de spectateurs possible, qu'ils soient dans une position la plus confortable possible quand ils ont du match, et que le stade ne soit pas trop moche non plus. Ça, il est assez beau notre stade, mais par rapport à celui de Brest par exemple. Et je viens de me rappeler, j'avais une dernière question pour Hugo. Est-ce que tu as étudier les stades asiatiques? Est-ce que les stades asiatiques, eux aussi, rentrent dans les mêmes logiques où ils prennent en compte un peu l'histoire? Ou est-ce qu'ils sont un peu en retard, vu que là-bas, le sport, en tout cas par exemple le foot par exemple, est moins développé? C'est très intéressant. On a un cas en Asie assez spécifique, c'est que beaucoup de stades vont être utilisés à des fins politiques et idéologiques. Notamment le stade le plus grand du monde, enfin en tout cas celui qui possède la plus grande capacité, c'est le stade du 1er mai en Corée du Nord, dans lequel il n'y a pas forcément de match de foot ou de rugby. Je ne sais pas si vous rugby d'ailleurs en Corée du Nord. Mais par contre, il y a beaucoup de défilés pour Kim Jong-un. Et en fait, ça participe à l'image de propagande du dictateur. Il n'y a pas que la Corée du Nord en Asie. Évidemment, il y a aussi d'autres stades dans lesquels il va y avoir des pratiques sportives. C'est le cas en Europe. Il n'y a pas une conscience patrimoniale non plus qui est très développée. Aussi parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'institutions sportives qui sont très réputées mondialement en Asie. C'est pas autant développé qu'en Europe. Donc c'est pour ça. Et puis les stades sont
de manière générale moins grand aussi, moins esthétique. Donc voilà ce que je peux dire sur le Stade Rennais.